Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Dr NS. Comme vous savez, la néphrologie est souvent perçue comme l'une des spécialités médicales les plus complexes. Entre les réseaux glomérulaires, les tubules, les hormones et les électrolytes, il peut être difficile à savoir par où commencer. Aujourd'hui, nous allons explorer une pathologie qui, malgré sa complexité, peut être comprise de manière logique et presque simple si l'on suit les principes physiopathologiques pas à pas. Cette maladie illustre parfaitement comment une infection banale comme une angine ou un impétigo à streptocoque peut déclencher une cascade immunologique dans le rein et aboutir à une inflammation glomérulaire avec une baisse de débit de filtration et des symptômes cliniques typiques tels que l'hématurie, l'œdème et parfois même l'insuffisance rénale. Dans ce cours, nous allons démêler cette complexité et comprendre pourquoi elle touche surtout les enfants entre l'âge de 2 ans et 6 ans, pourquoi les garçons sont plus exposés, surtout comment les anomalies histologiques telles que la prolifération endocapillaire, le dépôt des complexes immunitaires expliquent parfaitement les manifestations cliniques. Mon objectif est de vous montrer que derrière chaque symptôme se cache une logique précise et que la néphrologie, loin d'être abstraite, devient passionnante lorsque l'on comprend les liens entre glomérules, inflammation, physiologie du rein et physiopathologie. Alors, avant de donner une définition à cette pathologie, ça sera mieux de comprendre le mécanisme physiopathologique. Parce que si vous arrivez à comprendre le mécanisme physiopathologique, vous arrivez à comprendre pourquoi on aura une telle ou telle représentation clinique dans les pathologies néphrologiques. Et aussi, vous arrivez à comprendre pourquoi on aura des variabilités de certains paramètres biologiques sur le plan paraclinique, pourquoi on aura une représentation histologique avec un aspect qui est précis de point de vue anatomopathologique et aussi vous arrivez à comprendre pourquoi on administre un tel ou un tel traitement. Donc tous ces points vont être extraits à partir de mécanismes physiopathologiques. Si vous voulez comprendre bien la néphrologie, il vaut mieux de bien comprendre le mécanisme physiopathologique parce que c'est le point clé. C'est comme une sorte de résumé de la totalité de cours. Alors, il faut savoir que c'est une pathologie qui est secondaire à un mécanisme immuno-infectieux. Alors, on aura une présentation euh, d'une infection, que ce soit bactérienne, virale, fongique, ce que vous voulez, parasitaire, etc. Mais la plus fréquente, c'est le streptocoque. Pourquoi le streptocoque? Parce que les antigènes du streptocoque, ils miment beaucoup les antigènes au niveau des cellules glomérulaires. Et donc, c'est pour cela qu'on aura des interférences, des réactions immunitaires, et c'est ce qui va produire des réactions inflammatoires très élevées. Donc, il a une très grande stimulation antigénique et il a une très grande interférence antigénique. C'est pour cela que ces types de réactions glomérulaires post-infectieuses, ils vont être dus le plus souvent au streptocoque bêta hémolytique. Alors, face à n'importe quelle infection, le système immunitaire, il va faire face ou bien il va essayer de éliminer l'agent pathogène par deux voies. La première voie, c'est la voie de l'immunité innée. Donc, si la situation est moins grave, donc ça sera plus efficace et hop, on va, euh, on va éliminer le facteur pathogène. Mais dans certains cas, le facteur pathogène va être un petit peu méchant et ça nécessite aussi de l'aide de l'immunité adaptive parce que il va être plus spécialisé et ça va créer de la mémoire immunitaire. Dans cette situation, on aura de la production des anticorps. Donc ces anticorps, ils ont des choix. Soit ils vont attaquer le système, ils vont attaquer le facteur antigénique, et ils vont former des complexes humains pour attirer beaucoup plus des cellules phagocytaires pour les endommager par la suite. Soit ils vont se fixer
à l'agent pathogène dans un tissu qui va être de type précis. Alors, lorsqu'ils vont se fixer à l'agent pathogène au niveau de la circulation sanguine, il va former des complexes humains libres, il va produire des dépôts de complexes humains circulants qui vont rejoindre la circulation rénale par les capillaires glomérulaires et donc ils vont se disposer à ce niveau entre les cellules épithéliales et aussi la membrane basale. Ils vont former ce qu'on appellera les dépôts de corps de Hams. Ce sont des corps qui sont de type lenticulaire. C'est endome. Voilà. Dans certaines situations, l'agent pathogène, il va fuir de la réponse immunitaire, il va venir se cacher au niveau de glomérules. Et il y en a aussi des anticorps qui vont être libres dans la circulation. Les anticorps eux-mêmes, ils vont se fixer sur ce facteur pathogène lorsqu'ils vont le rattraper à ce niveau, au niveau des artérioles glomérulaires. Et donc, ils vont former des complexes humains qui sont du type locaux. Il y en a un troisième phénomène physiopathologique qu'on peut l'avoir, ou bien une troisième forme de réaction immunitaire, c'est qu'on aura cette fois-ci le germe qui est déjà endommagé, il va être éliminé par le système immunitaire. Mais les anticorps, ils vont être sensibles à une représentation terminale antigénique qui ressemble plus ou moins aux représentations terminales antigéniques à ce niveau, au niveau des cellules endothéliales. Et c'est ce qui va créer de la fixation de ces anticorps. C'est des réactions croisées, de la fixation de ces anticorps sur les cellules endothéliales au lieu de se fixer sur le facteur pathogène. Et donc, ils vont attaquer les cellules endothéliales au niveau glomérulaire. Lorsqu'on aura une atteinte des cellules endothéliales glomérulaires, qui dit une atteinte des cellules endothéliales glomérulaires dit qu'il y en a de réactions inflammatoires avec recrutement des cellules de polynucléaires neutrophiles, ça d'un part, et d'un autre part, on aura un élargissement des fenêtres entre les cellules endothéliales parce que la paroi des capillaires, c'est une paroi qui est fenestrée et donc le diamètre de cette fenêtre, il va être élevé, soit par l'altération de cellules endothéliales, la cellule endothéliale va être complètement endommagée, soit on aura de la déformation de cellules endothéliales par le fait de l'inflammation. D'accord? Donc, on aura soit la cellule endothéliale endommagée, soit la cellule endothéliale déformée. Dans les deux cas, ça va déclencher une réaction immunitaire et il va déclencher aussi encore le phénomène de la cicatrisation. Donc, il y en a une prolifération des cellules endothéliales. Et donc, on aura une prolifération qui est endocapillaire. C'est comme un phénomène compensatoire de la dégradation des cellules endothéliales ou bien de la dégradation ou bien de la déformation de ces cellules. Donc, c'est un phénomène qui est compensatoire. Et d'un autre part, on aura de la prolifération des cellules phagocytaires comme les polynucléaires neutrophiles et des cellules qui sont des macrophages. Voilà, on aura le recrutement de ces cellules par l'intermédiaire de la sécrétion des interleukines, des facteurs chimiotactiques par la voie classique du système de complément. Et on aura d'un autre part de la destruction des cellules endommagées qui sont endothéliales par l'intermédiaire de complexes d'attaque membranaire formés par la cascade de systèmes de complément. Et donc par la suite, sur le plan histologique, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir la disposition des corps de Hams qui sont que résultat de l'agrégation des complexes humains à ce niveau ou bien la disposition de ces complexes humains. Ça d'un part. D'un autre part, on aura de la prolifération endocapillaire. Donc, on aura de la prolifération des cellules endothéliales
comme phénomène compensatoire de la dégradation de ces cellules par le fait de l'inflammation, et aussi on aura de la prolifération des polynucléaires, neutrophiles et des cellules phagocytaires. C'est ce qui va obstruer un petit peu la lumière des capillaires. Et on aura comme conséquence une diminution du débit de la filtration glomérulaire. Donc, on aura les éléments qui vont être infiltrés à ce niveau, ils vont être les électrolytes, etc. Ils vont passer en très faible quantité parce que la lumière va être déjà obstruée par le fait de la prolifération endocapillaire. Et donc, par la suite, on aura un passage de faible quantité de Na+, et les récepteurs de Na+, au niveau des tubes contournés distales, ils vont détecter une faible quantité qui passe de Na+, ils vont l'apercevoir ou bien ils vont l'interpréter comme une diminution du débit de filtration glomérulaire. Et pour augmenter ce débit, ils vont activer le système rénine, angiotensine, aldostérone pour avoir ou bien pour économiser la fuite de Na+, et pour la stocker par l'intermédiaire de l'aldostérone qui va activer les pompes Na+, K+. Ils vont permettre la fuite de K+, contre la pénétration de Na+. Et lorsqu'on aura de l'absorption en très grande quantité à ce niveau, au niveau du tube contourné distal de Na+, donc on aura automatiquement de l'absorption de l'eau. Et c'est ce qui va créer des œdèmes avec la rétention hydrosodée. Ça d'un part. D'un autre part, lorsqu'on aura l'activation de ce système rénine, angiotensine, aldostérone, le système rénine, les molécules de la rénine, ils vont transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1, puis on aura de la formation de l'angiotensine 2. Et donc, par la suite, on aura une augmentation de la pression artérielle. Ça d'un part. Et d'un autre part, qu'est-ce qu'ils vont former ces rénines? Ils vont permettre la vasoconstriction des artérioles efférentes. Ce sont des artérioles qui permettent la sortie du sang après sa filtration au niveau de glomérules. Et donc, si on aura une vasoconstriction au niveau des artérioles efférentes, ça va permettre d'avoir une stase du sang à ce niveau pour qu'on aura plus d'opportunités de passage des éléments électrolytiques et des éléments des déchets pour avoir une très bonne filtration glomérulaire. C'est un phénomène de compensation rénale face à la diminution de débit de filtration glomérulaire. Et cela, il va encore aggraver les lésions glomérulaires. Et d'un autre part, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on aura du stase du sang à ce niveau, donc on aura de la tendance du passage plus des hématies. Et pourquoi on aura du passage des hématies? Parce qu'ils sont déjà altérés par le fait de l'inflammation. Ils vont changer de conformation. Ils ne vont pas avoir cet aspect discoïde, mais ils vont avoir un aspect qui est cylindrique. C'est un aspect qui est conforme pour le passage à partir des fenêtres formées entre les cellules endothéliales. Ils vont passer... ils vont avoir la capacité de traverser la membrane basale glomérulaire parce qu'ils vont pas être vaincus par le système de charge. Et puis par la suite, ils vont passer entre les mailles. Et leur configuration va être conforme avec les mailles ou les aspects des mailles entre les pédicelles de podocytes. Et donc, ils vont passer facilement dans l'ultrafiltrat urinaire et c'est ce qui va former un aspect des urines qui sont concentrés ou un aspect des urines en Coca-Cola avec une hématurie qui est massive. Et par contre, on aura un passage qui est modéré des protéines. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas une altération de la totalité de la membrane glomérulaire. On aura seulement une altération de ce versant.
qui est le versant endothélial. Mais la membrane basale glomérulaire reste plus ou moins fonctionnelle et aussi les cellules podocytaires restent intactes. Et donc, les protéines, ils vont pas tout passer à partir de cette membrane parce qu'il y en a quand même de la sélectivité selon la charge électrique de certaines protéines. C'est vrai qu'on aura une fuite de protéines, mais ce n'est pas en très grande quantité comme le cas de syndrome néphrotique. Et de là, on peut tirer qu'on aura un syndrome néphritique. Et c'est d'apparition brutale. Voilà, donc c'est un syndrome néphritique et ce n'est pas un syndrome néphrotique. Avec l'hypertension artérielle, donc jusqu'à maintenant on a tiré de la physiopathologie, l'hypertension artérielle, l'œdème, la protéinurie modérée avec l'hématurie. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'insuffisance rénale. Alors l'insuffisance rénale, c'est secondaire à l'obstruction des capillaires ou bien des artérioles qui sont glomérulaires. Et donc, lorsqu'on aura une diminution de diamètre, on aura peu de passage ou bien peu de filtration glomérulaire et c'est ce qui va produire des oligo-uries et c'est ce qui va produire aussi encore de la condensation ou de l'augmentation du taux de la créatinine et une diminution du débit de filtration glomérulaire. Et donc, on aura une insuffisance rénale qui est aiguë. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, on a retiré le tableau clinique, les manifestations sur plan histologique de la glomérulonéphrite post-infectieuse. Juste, je voudrais ajouter un autre point, c'est que on n'aura pas seulement de la prolifération des cellules endothéliales, mais on aura aussi de la prolifération des cellules mésangiales. Les cellules mésangiales, ce sont des cellules qui vont jouer un rôle de liaison entre les onces des cellules, des capillaires, parce que les capillaires, ils vont décrire un aspect en intraglomérulaire comme une boule. Donc, il y en a plusieurs onces qui vont être formées à l'intérieur de glomérules. Ces onces, ils vont garder leur stabilité par la matrice formés par les cellules mésangiales, et par les cellules mésangiales. Et ils vont être protégés par ces cellules. Donc, ces cellules ont aussi un rôle immunitaire. Et pour optimiser leur fonctionnalité, ils vont subir face à ce phénomène inflammatoire de la prolifération. Et donc, on aura aussi de la prolifération mésangiale. Et n'oubliez pas, face à cette situation, face à l'activation du système du complément, donc c'est-à-dire qu'on aura une consommation d'une très grande quantité du complément et donc surtout de C3 et donc on aura de la diminution lorsqu'on va faire un dosage de C3 au niveau sanguin, on aura de la diminution de C3 au niveau sanguin. Ça d'un part. D'un autre part, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, dans certains cas, on peut avoir de la prolifération qui est extracapillaire. Ça, c'est dans des cas qui sont particuliers. On aura du ravage de l'inflammation jusqu'à qu'on aura de la prolifération, cette fois-ci extracapillaire. Qu'est-ce qu'on voulait dire par la prolifération extracapillaire? C'est-à-dire une prolifération qui s'effectue dans le versant du capsule de Bowman, c'est-à-dire dans le versant de la collection des urines primitives ou de l'ultrafiltrat, c'est-à-dire dans le versant de cellules épithéliales ou de cellules podocytaires. On aura de la prolifération des cellules podocytaires qui va pousser et va donner un aspect en croissant ou bien il va obstruer la totalité de la capsule de Bowman. Et là, c'est une situation encore plus grave parce qu'il va déclencher rapidement l'insuffisance rénale aiguë et c'est mortel et c'est malign. Voilà. Alors maintenant, on va faire un tout petit tour sur le cours et on va essayer de retirer les points qui nous manquent. Alors, pour la définition, pour parler d'une glomérulonéphrite post-infectieuse, il faut avoir 3 critères. On a déjà discuté ça. Infection,
3 points clés. Infection, manifestation sur plan histologique et une baisse du taux de C3. Ce sont 3 formes caractéristiques ou 3 manifestations caractéristiques de la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. Alors, infection, c'est-à-dire on aura une manifestation infectieuse qui précède soit 3 semaines ou 6 semaines la manifestation néphrologique s'il s'agit d'une infection cutanée, comme l'impétigo, ou bien 2 semaines avant les manifestations néphrologiques, comme le cas de l'angine. Voilà. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par le tableau rénal? Il voulait dire que on aura un syndrome néphritique. Un syndrome néphritique, c'est pas néphrotique. Néphritique, caractérisé par un début qui est brutal, avec une hématurie qui va être de type massive, une protéinurie qui est modérée, et voilà. Pour le syndrome néphrotique, ça se manifeste par une dyslipidémie qui est marquée, avec une hypoalbuminémie qui est plus marquée, avec une protéinurie qui est massive et une manifestation qui est progressive. C'est-à-dire que c'est pas brutal. Et donc, c'est plus souvent rapporté à des maladies qui sont chroniques. Voilà. Pour le deuxième critère, on a les données de la biopsie. Qu'est-ce qu'on a déjà retiré de la physiopathologie? On a dit qu'on aura une prolifération endocapillaire. C'est une prolifération due à la prolifération soit des cellules endothéliales, soit des cellules qui sont les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. C'est une prolifération qui est exudative. Exudative parce qu'on aura la production plus des protéines. Ce sont des protéines qui sont inflammatoires comme les cytokines, les facteurs chimiotactiques, etc. Et on aura un dépôt prépondérant de C3 parce que le C3, c'est la clé de l'activation de la voie classique. Pour l'activation à la fois des facteurs qui sont chimiotactiques pour l'attraction de plus de polynucléaires neutrophiles et des macrophages et pour déclencher aussi la dégradation des cellules qui sont de type morte. Voilà. On aura la présence de corps de Hams. On a déjà expliqué ça. Les corps de Hams, ce sont des dépôts qui sont sous-épithéliaux, qui sont en forme de bosse ou bien en forme de dents. Voilà. Ce ne sont que des dépôts de complexes humains. Et on a la baisse de C3 sur plan sérique parce qu'on aura de la consommation excessive du C3 parce que cette voie utilise beaucoup le C3. Voilà. Sur le plan épidémiologique, c'est une pathologie qui est fréquente entre l'âge de 2 ans jusqu'à 6 ans. C'est un âge qui est scolaire, là où on a plus de l'exposition, surtout dans les crèches, à des infections à base de streptocoque. On aura plus d'infections cutanées et plus d'infections qui sont pulmonaires. Et donc, plus d'exposition, plus de formation des anticorps, plus de formation des complexes humains et plus de réactions immunitaires qui sont perturbées. Et n'oubliez pas, dans cet âge, les réactions immunitaires, ils ne sont pas encore matures. Et donc, c'est pour cela qu'on aura des réactions immunitaires qui sont exagérées. Et c'est pour cela qu'on aura des expressions qui sont sur plan néphrologique. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir cette pathologie dans d'autres tranches d'âge, telles qu'un âge moins de 2 ans. Mais les enfants de moins de 2 ans n'ont pas encore développé une réaction immunitaire qui est efficace par l'intermédiaire des anticorps. Leurs anticorps ne sont pas encore efficaces pour former ou produire des complexes humains. Et c'est pour cela que c'est rare qu'on trouve des enfants de moins de 2 ans qui représentent cette pathologie. On a aussi les adultes de plus de 40 ans, mais c'est surtout les sujets qui sont immunodéprimés, tels que les diabétiques, les alcooliques, les toxicomanes. On aura des réactions de l'auto-immunité qui vont produire cette manifestation néphrologique. Mais pour l'adulte, il faut éliminer, c'est atypique, il faut éliminer en premier les autres pathologies qui sont secondaires, telles que les néphropathies diabétiques, les néphropathies lipiques, il faut éliminer les formes graves.
Et évoqué en dernier, la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. Et pour éliminer et pour trancher quel type de glomérulonéphrite, ça sera mieux de réaliser la biopsie. C'est une pathologie qui est fréquente pour le sexe masculin. Pourquoi? Parce que c'est plus exposé par rapport à des microtraumatismes qui vont produire de l'infiltration de la peau par l'intermédiaire de germes à base de streptocoque et c'est ce qui va produire plus d'impétigo. Voilà. Et on aura des variations saisonnières. Comme vous savez, lors de l'hiver et de l'automne, on aura plus de développement des infections sur plan d'ORL ou bien sur plan pulmonaire. Et sur plan et dans la saison estivale, on aura plus de développement des infections cutanées. Voilà. C'est pour cela qu'on aura des variations saisonnières de cette pathologie. Soit on va la retrouver plus fréquente l'hiver, ou bien on peut la retrouver plus fréquente pendant l'été. Alors, sur le plan anatomopathologique, on a sur le plan de microscopie optique une glomérulonéphrite, comme je vous ai déjà dit, proliférative, endocapillaire proliférative, c'est-à-dire qu'on aura à la fois de la prolifération des cellules qui sont de type endothélial et des cellules de polynucléaires neutrophiles. Et dans l'autre versant, qui est le versant mésangial, on aura de prolifération mésangiale. C'est une prolifération qui est diffuse et qui est exsudative, c'est-à-dire qu'on aura de la production des protéines qui sont inflammatoires. Et on peut avoir dans certaines situations des dépôts eosinophiliques, donc qui vont former un aspect de cône ou bien de bosse. Dans certaines situations, comme je vous ai déjà dit dans l'anatomopathologie, on aura une glomérulonéphrite aiguë maligne par le fait de la poussée de la prolifération sur le plan extracapillaire. Et donc, c'est encore plus grave. Voilà le glomérule, ce que vous voyez là-bas. Ce que vous voyez là-bas en gris, c'est la membrane basale glomérulaire. Ce qui est ici, ce sont les cellules podocytaires. Ça, ce sont les dispositions du HAMS. Vous voyez, l'aspect qui est lenticulaire, endodome, etc. Ce n'est que secondaire à la disposition des complexes humains. Ici, ce que vous retrouvez là-bas, ce sont les polynucléaires neutrophiles. Il y en a des formes qui sont endocapillaires, il y en a des formes qui sont extracapillaires, localisées au niveau de la matrice extracapillaire. Ce sont les cellules mésangiales. Donc, ces cellules mésangiales, ils vont pousser entre les capillaires, ils vont se proliférer. Et donc, on aura toute cette lumière remplie par les cellules mésangiales. Voilà. Ce qui est prolifération là-bas, cet espace, c'est la prolifération, ou bien dans cet espace, c'est de la prolifération extracapillaire. C'est maligné. Sur le plan de l'immunofluorescence, comme je vous ai dit, on aura des dépôts de C3 surtout, avec ou sans IgG. Et aussi, on peut avoir de la formation des corps de Hams, comme je vous ai déjà montré dans la photo. Et voilà. Dans certaines situations, on peut avoir des dépôts sur le plan mésangial, dans le versant mésangial, des dépôts de C3 ou bien des complexes humains qui vont former un aspect de ciel étoilé. Alors, sur le plan clinique, comme je vous ai dit, on aura de l'infection qui va précéder la glomérulonéphrite, soit une infection cutanée espacée de la manifestation rénale par 3 semaines ou 6 semaines, soit de la manifestation ORL espacée de la manifestation néphrologique par 2 semaines. Voilà. On aura de l'intervalle libre. Et par la suite, on aura le tableau clinique caractéristique de l'atteinte rénale. C'est le syndrome néphritique aigu. Comme je vous ai dit, c'est un syndrome qui est de début, qui est brutal, qui va être caractérisé par la présence de l'hématurie, surtout l'hématurie qui est caractéristique, l'hypertension artérielle et on peut avoir de plus, pour les formes graves, une insuffisance rénale.
on va avoir de la présence des œdèmes. Comme je vous ai déjà expliqué dans la physiopathologie, vous voyez, on a retiré les manifestations cliniques à partir de la physiopathologie. Et je vous ai dit que l'œdème, il vient de la rétention hydrosodée face à l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. On aura de l'hypertension artérielle, c'est secondaire à l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. On aura aussi de l'oligurie secondaire à l'obstruction des capillaires par la prolifération endocapillaire, ça d'un part, et d'un autre part par l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone qui va aggraver l'insuffisance rénale. Voilà. Et dans certaines situations, l'hématurie peut être massive et ça va provoquer des urines qui sont en aspect bouillant, c'est-à-dire une hématurie qui est macroscopique. Et l'œdème, c'est encore plus grave, il peut pousser jusqu'à qu'on aura une présence d'un OAP. Et l'OAP peut avoir double mécanisme physiopathologique, soit par rétention hydrosodée qui est excessive, soit par l'hypertension artérielle qui applique une augmentation de la post-charge sur le ventricule gauche. On aura de l'augmentation de la pression dans le système cavitaire, ventricule gauche et l'oreillette gauche. Et cette augmentation de la pression va être transmise vers les poumons, vers les capillaires des poumons. C'est ce qui va donner une fuite de liquide des capillaires vers le milieu interstitiel. C'est ce qui va produire de l'OAP. C'est mortel. C'est une urgence. Et dans certaines situations, l'hypertension artérielle peut être responsable d'une encéphalopathie hypertensive dans les formes graves. Sur le plan biologique, on va retrouver une hématurie et on va retrouver une protéinurie qui est présente, mais ça ne va pas dépasser les 0,5 g. C'est modéré. C'est inférieur à 3 g quand même. Dans certains cas, ça peut être supérieur à 3 grammes, dans les formes graves bien sûr, et on peut avoir une hyperleucocytose, ça c'est secondaire à l'infection, l'anémie normochromique normocytaire par la perte du sang par l'hématurie, c'est ce qui va produire cette anémie. L'insuffisance rénale aiguë modérée et transitoire, c'est secondaire à l'atteinte glomérulaire. L'hypocomplémentémie, c'est secondaire à l'utilisation excessive du système de complément face à ces réactions immunitaires. Ils vont subir leur normalisation au bout de 8 semaines après le traitement ou bien de façon spontanée. Et on peut avoir un syndrome inflammatoire avec une discrète élévation de VS. Donc, l'inflammation, ça témoigne de réaction immunitaire, ça d'un part, et ça témoigne de l'infection d'un autre part. Voilà. Dans certains cas, on peut détecter les stigmates streptococciques, même si on aura de la dégradation de facteurs pathogènes, il y en a certains antigènes qui vont rester et donc on peut les détecter par des anticorps qui sont dirigés contre ces antigènes, soit par l'ASLO, donc qui va être élevé dans la situation des infections d'ORL ou bien des anti-DNase après une infection cutanée et qui va être positif dans 80% des situations. Mais généralement, ces tests ils vont être quand même moins spécifiques. Surtout pour les formes directes qui nécessitent la culture des prélèvements de la gorge. Et ce n'est pas toujours qu'on va les retrouver positifs parce que déjà l'infection, ça peut être guéri au moment de réactions immunitaires qui sont sur plan rénal. C'est pour cela que c'est inconstamment positif. Ce qu'il faut retirer de ça, c'est que la ponction biopsie rénale va être réalisée devant 1. Un âge qui est supérieur à 14 ans, c'est-à-dire un âge qui n'est pas conforme à la manifestation clinique caractéristique. On a dit que la fourchette d'âge, c'est entre 2 ans jusqu'à 6 ans. 2. Manifestation à un tableau clinique qui est atypique. 3. Manifestation clinique qui est grave. 4. Mauvaise évolution après le traitement. Voilà.
Alors pour le traitement, s'il y en a un foyer infectieux qui persiste, on va le traiter par les antibiotiques parce que le foyer infectieux, c'est l'origine de toute réaction inflammatoire qui se passe au niveau néphrologique devant la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. C'est-à-dire que l'infection, c'est l'étiologie principale de développement de glomérulonéphrite post-infectieuse. Donc, il faut l'éviter si le foyer est encore persistant. Mais là, dans la majorité des situations, euh, on va observer une absence des foyers infectieux parce qu'on aura un intervalle libre, c'est-à-dire qu'on aura de guérison de l'infection. Devant les symptômes, on propose un repos au lit et aussi une lutte contre la surcharge hydrosodée pour ne pas aggraver l'œdème et pour ne pas atteindre l'OAP. C'est une situation qui est grave. Donc, on administre une restriction qui est salée. Pourquoi la restriction salée? Parce que l'origine de l'œdème, c'est la réabsorption par le tube contourné proximal, plutôt par le tube contourné distal du sodium, du fait de l'augmentation de l'aldostérone. Et donc, le sodium, il va attirer avec lui de l'eau. Ça ne sert à rien d'avoir une restriction hydrique, mais il faut éliminer l'origine de l'attraction de l'eau, c'est le sodium. Et d'un autre part, il faut soulager l'œdème. Donc, il faut encourager la diurèse. Donc, il faut avoir de diurétiques. Et pour l'hypertension artérielle, on ne va pas administrer les IEC, les ARA2 parce qu'ils vont aggraver les insuffisances rénales. Et parmi ces effets indésirables, c'est qu'ils peuvent aggraver l'insuffisance rénale. Ça d'un part et d'un autre part, on ne les administre pas devant une obstruction des capillaires rénales. Donc, c'est mieux d'avoir les inhibiteurs calciques. Pour le traitement, on administre les traitements immunosuppresseurs parce que c'est une réaction auto-immune. On administre une co-association des corticoïdes et des cyclophosphamide si on a de la prolifération extracapillaire. Traitement de suppléance, il faut réaliser une épuration extra-rénale devant une insuffisance rénale aiguë, surtout lorsqu'on aura des indications devant de la dialyse devant l'insuffisance rénale aiguë. 1. Devant une présence d'une hypercalémie. 2. Devant une présence d'une dysnatrémie. 3. Devant une anéurite. 4. Devant une présentation des manifestations sur plan de l'ECG. Une acidose qui est massive, une créatinémie qui est toxique, massive et aussi un taux d'urée qui est très élevé, une dysnatrémie, des manifestations sur plan neurologique avec des troubles de conscience. Tous ces éléments, ce sont des indications de l'insuffisance rénale aiguë. Hors de ça, on ne réalise pas la dialyse. Pour l'encéphalopathie hypertensive, ça sera mieux d'administrer des antihypertenseurs efficaces et qui sont agressifs pour lutter contre le retentissement sur plan neurologique. Et aussi, il faut administrer des anticonvulsivants pour lutter contre la convulsion formée par ces encéphalopathies hypertensives. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que c'est clair pour vous et que vous arrivez à assimiler les points essentiels. And remember, on this channel, our purpose is simple. Think the medicine differently, map the mind, and master the medicine. See you in the next video, inshallah. كانت معكم دكتور إيناس. Au revoir.